Une ligne isolée dans un télégramme scellé a brisé la nuit de Ouagadougou, portée par un chiffre impossible, 70% de l'or national convoité en silence. 2 heures plus tard, les murs du palais vibraient sous l'écho d'un ultimatum qui pesait plus lourd que les années de dettes accumulées, comme si l'avenir d'un pays tenait dans une simple variation de pourcentage. Que signifierait pour vous si un message pouvait dicter à Ibrahim Traoré la valeur réelle de son indépendance? À l'horizon, une fissure infime ouvrait déjà la voie à un séisme annoncé. Ce récit ne parle pas seulement d'un ultimatum venu des coulisses, mais d'un pays placé face à une équation qui dépasse de loin la question de ses mines. Pour celui qui écoute, l'enjeu central peut se résumer en 10 à 12 mots. Comprendre comment un État redéfinit sa souveraineté sans se briser. Car derrière les chiffres secs, dette, réserve, concession, se dessine une bataille plus vaste, celle de la capacité d'un peuple à reprendre la maîtrise de ses ressources au moment précis où les puissances extérieures pensaient avoir verrouillé le jeu. Ce que cette affaire révèle, c'est la fragilité d'un équilibre mondial où les décisions locales peuvent déplacer les lignes régionales et où un simple câble confidentiel suffit à déclencher une onde de choc diplomatique. Mais une question reste suspendue, et c'est elle qui constitue votre premier micro-hook. Que se passe-t-il lorsqu'un pays accepte enfin de regarder la valeur de son or avec ses propres yeux, plutôt qu'à travers ceux des créanciers? C'est cette tension entre risque calculé et nécessité vitale qui donnera tout son sens à la suite de l'histoire. La première fissure apparut à l'aube, quand un câble confidentiel frappa le bureau présidentiel avec une sécheresse presque irréelle. En son centre, un chiffre étroit mais suffisant pour renverser un système entier, 70% des réserves d'or nationales exigées sous 48 heures. Ce mini-reveal, à lui seul, redessinait la carte mentale du pouvoir, car il révélait que la tension accumulée depuis des décennies n'avait jamais disparu. Elle attendait simplement son moment, et ce moment surgit lorsque le capitaine Ibrahim Traoré comprit que ce message n'était pas un avertissement, mais la preuve matérielle d'une pression longtemps diffuse, désormais impossible à ignorer. Pour saisir la portée de cette rupture, il faut remonter à la toile discrète, qui tissait les relations entre créanciers, concessionnaires et institutions régionales. Depuis des années, le Burkina Faso avançait à contre-courant, révisant ses contrats miniers, rapatriant les bénéfices vers les communautés du Sahel et cherchant à tracer une ligne droite dans un environnement saturé d'intérêts croisés. Ces réformes, perçues comme modestes à l'échelle internationale, avaient pourtant réveillé les puissances habituées à considérer l'or burkinabé comme une variable stable d'un marché prévisible. Le télégramme intercepté n'était donc pas un accident. Il traduisait le moment précis où ce mouvement intérieur devenait trop visible pour rester toléré. Dans les couloirs du palais, la stupeur laissa place à la méthode. Les conseillers décryptèrent les annexes, identifièrent les clauses implicites, évaluèrent les risques de fuite d'informations. À l'extérieur, la ville commençait à murmurer, les radios diffusaient des bribes d'analyse, tandis que les marchés d'Ouagadougou se tendaient sans encore comprendre l'ampleur de la scène. Le pays se trouvait suspendu entre deux récits, celui de la continuité, rassurante mais étouffante, ou celui de la rupture, incertaine mais nécessaire. Dans cette atmosphère dense, une vérité s'imposa. L'histoire n'avançait plus par petites décisions techniques, mais par basculements successifs. Chaque heure ajoutait du poids à la question ouverte dans la première partie, une question qui, désormais, ne pouvait être refermée qu'en affrontant la suite. Lorsque la salle de crise fut ouverte, ce ne furent pas des stratèges venus de l'étranger qui s'y installèrent, mais une poignée de visages familiers du pays réel, une économiste au ton calme, un ingénieur des mines marqué par des années de terrain, un jeune officier nourri d'idéal et une juriste formée dans les universités locales. Chacun arrivait avec un angle différent, et c'est cette diversité qui transforma un simple ultimatum en chantier national. L'économiste fut la première à parler. Elle déroula la logique froide du message, pointant le risque d'un précédent capable de verrouiller toute tentative future d'autonomie. L'ingénieur, lui, évoqua les sites miniers du Nord, ces zones où les concessionnaires étrangers avaient tissé des réseaux invisibles plus puissants que certains préfets.
Le premier mini-cas surgit d'un dossier posé sur la table. Un rapport interne montrant comment, depuis des années, près des 2/3 de la production aurifère échappait à tout contrôle local. Ce chiffre, longtemps relégué à des annexes, prenait soudain la dimension d'un révélateur national. Le deuxième mini-cas vint du jeune officier. Il décrivit comment, au fil de la nuit, plusieurs garnisons avaient intercepté des communications suspectes autour des zones minières, preuve que la partie avait commencé avant même que le gouvernement n'ouvre la bouche. À l'extérieur, les signaux se multipliaient. Dans les marchés, les conversations prenaient un ton prudent. Sur les radios, les commentateurs parlaient d'un calme trop dense pour être anodin. Le pays semblait retenir son souffle, comme si chaque geste, chaque silence devenait un marqueur de l'instant. Ainsi se forma l'équipe qui allait guider la suite. Non pas des héros, mais des interprètes lucides d'un moment critique. Et au fond, une question persistait, compacte et urgente. Jusqu'où tenir pour rester libre ? Tout démarra avant le lever du soleil, lorsqu'un ordre sec traversa les couloirs silencieux du palais, verrouillait les zones stratégiques sans délai. Les unités reçurent l'instruction en quelques minutes, sans préambule ni marge d'interprétation. Le déclencheur était clair, brutal, irréversible. L'ultimatum des 48 heures ne laissait plus place au doute. Les équipes de sécurité, habituées aux opérations graduelles, basculèrent instantanément en mode d'exécution. À 6h30, les conseillers militaires validèrent une série de mesures destinées à couper toute tentative d'ingérence. Les champs pétrolifères furent sécurisés, les convois d'or furent redirigés. Les communications non protégées furent suspendues d'un geste. Le pays glissa en quelques instants de la routine institutionnelle à un état de vigilance totale. 30 minutes plus tard, un message circula entre les garnisons. Opération souveraineté, phase inactivée. Ce n'était plus un plan, c'était un fait accompli. La transition vers le point culminant se fit sans discours, sans caméra, sans triomphalisme, seulement par une suite de décisions tranchantes. À 8 heures précises, les forces locales prirent en position dans les zones minières de l'Ouest. Les entreprises étrangères furent prises de court, privées de leurs autorisations en quelques secondes. Les systèmes électriques régionaux furent temporairement arrêtés pour empêcher toute intrusion extérieure dans les données critiques. Le pays se reconfigurait en direct, comme si chaque fibre de son économie passait en mode défensif. Puis vint la rupture visuelle, celle qui bascula le récit. À 9h, un drone civil transmit l'image devenue symbole, le drapeau burkinabé flottant au-dessus d'une installation aurifère reprise en main. L'Internet africain s'enflamma aussitôt. Les mots « dignité »,« or »,« indépendance » montèrent en flèche sur les réseaux sociaux. Le point culminant était atteint. Ce n'était plus une opération administrative, mais un acte politique central. Les appels diplomatiques affluèrent. Washington demanda des explications. Paris sollicita un entretien urgent. Londres s'inquiéta officiellement d'un risque de déstabilisation. Aucun de ces messages ne modifia la trajectoire engagée. À midi, le capitaine Ibrahim Traoré monta sur une tribune improvisée. Son discours fut bref, ciselé. « Nous n'avons pas de dette envers ceux qui ont vendu nos terres hier. Nous avons une responsabilité envers ceux qui les cultiveront demain. » Chaque mot frappait comme un verdict, sans amplificateur ni emphase. Ce fut l'instant où la narration internationale éclata en deux récits parallèles, l'erreur stratégique vue de l'Occident, le réveil du Sahel vu d'Afrique. La réplique se propagea immédiatement dans l'économie mondiale. Le cours de l'or grimpa de 307%, puis de 5%. Les analystes parlèrent d'une onde africaine, d'autres d'un séisme prématuré. Pourtant, à Ouagadougou, les rues restaient calmes. Sur les places, des feux symboliques furent allumés. Des enfants peignirent le nom Traoré sur les murs, mais comme on peint un mot d'ordre collectif, pas un portrait individuel. Le soir même, plusieurs ambassades abaissèrent leurs drapeaux à mi-mât. Les chaînes occidentales parlèrent de crise minière. La presse africaine titra « Le Sahel dit non ». La dernière onde, la véritable, surgit à 22h, lorsque l'état-major fut réuni. Le capitaine déclara « Ils voulaient 70% de notre avenir, ils auront 100% de notre résistance. » C'était la phrase qui scella la bascule. La crise cessait d'être un affrontement technique. Elle devenait un acte fondateur. L'analyse froide commença le lendemain, lorsque les conseillers économiques
ouvrir les documents accumulés depuis des années pour évaluer l'ampleur réelle du rapport de force. Il savait qu'aucune décision durable ne pouvait reposer uniquement sur l'élan politique. Il fallait des chiffres, des tendances, des écarts mesurables. Le capitaine Ibrahim Traoré exigea alors une synthèse concise, débarrassée de toute spéculation, afin de mesurer la situation sans illusion. Dans un premier ensemble de données, la dette et les réserves d'or. Le pays faisait face à 5,6 milliards de dollars de dette extérieure, pour des réserves convoitées à 70% par les créanciers. Ce rapport brutal donnait un avantage écrasant aux institutions qui voulaient imposer leurs conditions. Ce contraste révélait une pression financière devenue impossible à contourner durablement, mais un second indicateur modifiait immédiatement la perspective. La production aurifère annuelle du Burkina Faso approchait 85 tonnes, dont près des 2/3 échappaient jusqu'ici à tout contrôle local. Ce déficit de supervision était la véritable blessure structurelle du pays, bien plus que le montant brut de la dette. Cette réalité montrait une perte systémique nuisant gravement à la souveraineté économique. Dans un deuxième ensemble de données, la trajectoire économique après le refus. En choisissant de garder chaque once d'or sous pavillon burkinabé, le pays accepta volontairement une contraction prévue d'environ 3,2% du PIB la première année. Ce chiffre, sec et abrupt, fut qualifié d'irrationnel par de nombreux analystes étrangers. Pour Ouagadougou, il correspondait pourtant à un coût mesurable, assumé, comparé aux bénéfices futurs de la reprise de contrôle intégral. Ce choix traduisait une stratégie d'endurance plutôt qu'un pari hasardeux. Dans les mois suivants, un autre indicateur fit trembler les observateurs internationaux. Les recettes publiques issues des activités minières augmentèrent de 22% sur le premier trimestre selon les estimations régionales. Cette hausse modeste à l'échelle mondiale constituait néanmoins un changement majeur pour un pays longtemps maintenu dans un cadre extractif opaque. Cette progression signalait une réappropriation concrète des flux financiers nationaux. Dans un troisième ensemble de données, la monnaie et les échanges. Les transactions effectuées en francs CFA diminuèrent de 18% en 3 mois au profit de la monnaie locale et d'accords bilatéraux alternatifs. Pour certains observateurs, ce glissement n'était qu'une fluctuation technique. Pour d'autres, il constituait un basculement discret mais irréversible. Cette évolution marquait un début de détachement du système monétaire traditionnel. L'ensemble de ces données dessinait un tableau paradoxal. Plus le Burkina Faso rompait avec les mécanismes anciens, plus les indicateurs internes se réorganisaient autour d'un nouvel équilibre. Loin des discours alarmistes, les chiffres montraient une trajectoire faite de pertes calculées, mais aussi de gains émergents, comme si la rupture avait révélé une marge de manœuvre longtemps sous-estimée. Pour l'équipe économique, la conclusion s'imposa presque mécaniquement. Les données n'étaient pas l'ennemi du pays, mais l'outil le plus solide pour transformer une crise imposée en stratégie assumée. Les heures qui suivirent virent naître un débat d'une intensité rare, non pas dans les rues, mais dans les cercles où l'on dissèque les décisions d'État. Les pragmatiques prirent la parole les premiers. Pour eux, le geste du gouvernement relevait d'un héroïsme coûteux, capable d'enflammer les récits, mais insuffisant pour soutenir le poids silencieux des marchés. Ils rappelaient que le Burkina Faso restait un pays enclavé, dépendant de circuits logistiques extérieurs, vulnérables aux hausses de prix et aux perturbations d'approvisionnement. Selon leur logique, refuser les créanciers revenait à s'isoler au pire moment, puisque l'économie mondiale ne pardonne pas les écarts prolongés. Ils citaient la Libye, la Guinée ou le Zimbabwe comme précédents, où des actes de rupture avaient ouvert la voie à des cycles de sanctions, d'inflation et de fuite des compétences. Le raisonnement, cohérent dans sa froideur, tenait en un point: personne ne survit longtemps en défiant un système conçu pour punir les désalignements. En face, les partisans de la rupture défendaient une autre architecture intellectuelle. Pour eux, l'ultimatum n'était pas un problème financier, mais la preuve que le modèle imposé restait fondé sur une asymétrie structurelle. Accepter encore les conditions extérieures aurait signifié renoncer à toute marge de décision future, non pas une concession, mais un effacement. Il rappelait que, dans les mois suivant la décision, les recettes minières avaient augmenté de 22%,
que les transactions en francs CFA avaient baissé et que la dynamique régionale s'était déplacée en faveur d'alliances africaines plus directes. Pour ce camp, la question centrale n'était pas le coût immédiat, mais la possibilité, pour la première fois, de définir une trajectoire indépendante sans attendre la validation des bailleurs. Entre ces deux pôles, un espace plus étroit mais plus lucide tentait de dépasser la confrontation. Certains universitaires affirmaient que le choix opéré relevait d'une expérience grandeur nature, tester les limites d'un système économique où l'Afrique joue souvent selon des règles qu'elle n'a pas écrites. Ils notaient qu'un pays qui accepte une contraction de 3,2% du PIB pour conserver 100% de son contrôle minier n'agit pas par défi, mais par calcul à long terme. Leur réponse au duel idéologique était simple, presque austère. Ce qui se joue n'est pas une victoire immédiate, mais la preuve qu'un autre cadre décisionnel reste possible. Un accord caché changea tout. Ce document, resté sous scellé pendant des mois, révélait l'existence d'un protocole stratégique entre 3 pays du Sahel. Un engagement mutuel pour protéger leurs ressources, leurs routes et leurs marges de décision économique. Lorsque la nouvelle parvint au palais, Ibrahim Traoré comprit que la rupture qu'il avait amorcée n'était plus un tête-à-tête avec les créanciers, mais le premier maillon d'un bloc régional capable de rééquilibrer les rapports de force. Ce pacte, baptisé plus tard Bouclier AES, ne promettait ni miracle ni protection absolue, mais une chose rare dans la région, la certitude de ne plus avancer seul. Son impact fut immédiat. Au Mali comme au Niger, les gouvernements réexaminèrent leurs contrats miniers avec une soudaineté qui surprit les chancelleries étrangères. Des clauses furent suspendues, des négociations rouvertes, et le terme « souveraineté des ressources » entra pour la première fois dans les communiqués officiels. Le mouvement n'avait rien d'un élan romantique. Il reposait sur une logique froide, née de la conviction que la dépendance prolongée coûtait désormais plus cher que l'autonomie risquée. La bascule se produisit alors. Ce qui semblait être une crise isolée devenait un modèle d'ajustement régional, observé avec inquiétude au nord et avec une prudence enthousiaste au sud. Le milieu du récit s'inversait. La partie ne se jouait plus dans un seul pays. Les premières conséquences tangibles apparurent chez les nations voisines, là où les décisions burkinabées trouvent toujours un écho immédiat. Au Mali et au Niger, les gouvernements réévaluèrent en urgence leurs propres concessions minières, suspendant certaines clauses et renégociant d'autres pour éviter de se retrouver enfermés dans les mêmes mécanismes que le Burkina Faso. Cette réévaluation fut alimentée par un constat simple. Si un pays enclavé pouvait tenir tête à un ultimatum portant sur 70% de ses réserves d'or, alors la marge de manœuvre régionale était plus large qu'on ne l'avait longtemps admis. L'effet d'entraînement prit la forme d'un repositionnement politique amplifié par la création du bouclier AES. Pour plusieurs capitales sahéliennes, l'exemple d'Ibrahim Traoré devenait moins un symbole qu'un précédent opérationnel à imiter prudemment. Le deuxième groupe touché fut celui des entreprises et investisseurs étrangers. Dans le secteur minier, les géants occidentaux gelèrent leurs projets ou demandèrent un audit interne pour anticiper les risques de contagion du modèle burkinabé. Les contrats en cours furent réexaminés, certains retraits envisagés, tandis que les nouveaux engagements se firent rares. Pourtant, dans un mouvement inverse, plusieurs consortiums asiatiques s'avancèrent avec prudence, explorant des partenariats fondés sur la copropriété ou le transfert technologique. Ce contraste mit en évidence une réalité stratégique. La rupture burkinabé ne fermait pas la porte au monde, elle en modifiait simplement les conditions d'entrée. Le marché global s'adaptait, silencieux mais attentif, à un terrain devenu moins prédictible. La troisième catégorie concernée fut celle des non-alignés et de la diaspora, souvent réactive aux transformations symboliques. Dans les universités africaines et américaines, les débats autour du modèle Traoré se multiplièrent. Des collectifs citoyens lancèrent des campagnes de soutien visant à financer l'éducation ou la formation technique au Burkina Faso. Les jeunes, notamment dans les grandes villes, virent dans ce refus un miroir, l'image d'une génération décidée à reprendre la maîtrise de son propre langage économique. On observa même une baisse d'environ 12% des chiffres d'émigration sur 6 mois, signe discret mais révélateur d'un regain d'espoir intérieur. La diaspora transforma l'élan politique en ressources culturelles, chansons, poèmes, fresques murales, souvent bâties autour d'une silhouette devenue emblème,
mais toujours lié à l'idée d'un collectif et non d'un héros isolé. Enfin, les répercussions s'étendirent à la scène internationale, où les institutions financières et les chancelleries observaient l'évolution comme un test de résistance. Les flux d'or transitant par les ports ouest-africains diminuèrent de 15% en 6 mois, conséquence directe de la reprise en main burkinabé. Les banques de développement régional commencèrent à envisager la création d'un fonds souverain africain, preuve qu'un seul refus pouvait infléchir les imaginaires institutionnels. Sur le plan diplomatique, une phrase revenait régulièrement dans les discussions. Si le Burkina Faso tient, l'équilibre mondial changera. Dans ce paysage mouvant, Ibrahim Traoré demeurait une figure de constance, rappelant que l'objectif n'était pas de défier le monde, mais de modifier la manière dont un pays peut exister en son sein. À mesure que les premières secousses s'estompèrent, 3 trajectoires se dessinèrent pour les mois à venir, chacune portée par une logique interne distincte. Le scénario de base reposait sur une ligne de continuité prudente. Le Burkina Faso maintiendrait le bouclier AES, consoliderait ses partenariats asiatiques émergents et stabiliserait l'exportation de son or à travers des accords régionaux. Si cette dynamique perdurait, alors la croissance annuelle pourrait osciller autour de 1,5 à 2%, portée par une production minière mieux supervisée et un environnement diplomatique relativement apaisé. Ce scénario, sans promesse d'essor spectaculaire, privilégiait la constance, moins de dépendance extérieure, davantage de discipline interne et une transition progressive vers une autonomie pleinement assumée. Dans le scénario optimiste, plusieurs États africains décideraient d'élargir le modèle burkinabé en harmonisant leurs infrastructures, en mutualisant leurs routes logistiques et en unifiant certaines politiques d'investissement. La monnaie numérique régionale, déjà testée dans des projets pilotes, remplacerait partiellement le franc CFA dans les échanges intra-africains, réduisant les coûts et les frictions commerciales. Si cette convergence se confirmait, alors le Burkina Faso pourrait devenir un pôle de stabilité inattendu, un laboratoire de souveraineté économique inspirant d'autres nations du continent. Dans cette configuration, la figure d'Ibrahim Traoré serait perçue moins comme une rupture isolée que comme un catalyseur continental, symbole discret d'une Afrique capable de se projeter au-delà des cadres hérités. Le scénario pessimiste, lui, anticipait un retour des pressions diplomatiques, des sanctions financières et des perturbations sur les circuits d'approvisionnement. Si ces contraintes s'intensifiaient, alors l'économie burkinabé pourrait connaître une hausse de l'inflation, un ralentissement industriel et une tension accrue sur les biens essentiels. Les alliés régionaux, pris dans leurs propres défis, pourraient réduire leur soutien, exposant davantage le pays à l'essoufflement logistique. Dans cette perspective, le symbole resterait fort, mais le coût social s'alourdirait, une marge étroite, exigeant une lucidité constante pour éviter que l'élan national ne se transforme en fatigue structurelle. Entre ces 3 chemins, une certitude persistait. Aucune trajectoire ne serait neutre. Le véritable enjeu résidait dans la capacité à aligner ambition politique, gestion pragmatique et cohérence régionale. Car si un pays décide de tenir debout, alors tout dépend de sa manière de marcher. Pour ceux qui observaient l'évolution du Burkina Faso depuis l'extérieur, l'affaire ne se résumait plus à un débat technique sur les mines ou la dette. Elle touchait à quelque chose de plus intime, la manière dont une société accepte ou refuse que d'autres définissent ses limites. Pour un citoyen africain, l'histoire éveillait une interrogation simple. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre sa marge de décision sans se perdre ? Beaucoup y voyaient un rappel discret que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un ensemble de choix accumulés, parfois coûteux, parfois fragiles, mais toujours révélateurs d'un degré de maturité collective. Pour un observateur étranger, souvent habitué aux récits formatés sur les risques africains, cette séquence ouvrait une brèche inattendue. Elle montrait qu'un pays peut refuser une mécanique héritée sans sombrer dans le chaos annoncé. Elle révélait aussi à quel point les modèles économiques dominants paraissaient immuables, jusqu'au jour où un État décidait de réécrire une seule variable. De là surgissait un questionnement plus large.
Comment évaluer la solidité d'un ordre international si un simple ultimatum, rejeté poliment mais fermement, suffisait à déplacer l'attention du monde? Pour les diasporas, la portée était encore différente. Nombreux étaient ceux qui voyaient dans cette décision une invitation à revisiter des certitudes, non pas pour idéaliser un pays, mais pour mesurer le poids d'un geste collectif lorsqu'il est assumé entièrement. Cet épisode rappelait aussi que la dignité peut devenir un moteur, capable d'inverser des trajectoires que l'on croyait verrouillées. Deux suggestions émergent alors, sobres et praticables. Regardez les décisions économiques non pas comme des fatalités, mais comme des choix mis en tension. Interrogez systématiquement ce qui paraît acquis, car c'est souvent là que surgissent les angles morts essentiels. Le passage de la rupture à la méthode exigeait une architecture d'action claire, et Ibrahim Traoré demanda qu'elle soit formulée sans emphase, sous forme d'étapes vérifiables. La première tenait à la sécurisation totale des mines. Des unités mixtes armée-gendarmerie devaient assurer une surveillance continue, 24 heures sur 24, tandis que des équipes civiles garantissaient la traçabilité. L'indicateur était simple. Aucune sortie de ressources sans enregistrement numérique horodaté. Ce dispositif matérialisait la volonté de ne plus laisser le sous-sol burkinabé dépendre de réseaux opaques. La deuxième étape concernait la réforme fiscale et contractuelle, menée par le ministère des Finances et appuyée par une cellule juridique dédiée. Chaque contrat devait être évalué selon 3 critères: équité, transparence, redistribution, avec un seuil minimum de 40% de valeur ajoutée locale. Le suivi se faisait par audit trimestriel public, afin d'éviter que les vieilles habitudes ne ressurgissent sous d'autres formes. L'objectif, rendre impossible tout retour furtif aux concessions déséquilibrées. Troisième axe, la numérisation des échanges, confiée à une agence spécialisée chargée d'intégrer les paiements locaux au yuan numérique et à la monnaie régionale AES. Les premières transactions pilotes devaient être analysées sous 3 mois pour tester la sécurité, la rapidité et la réduction de dépendance au franc CFA. Ici, la mesure du succès tenait en 3 mots: stabilité, traçabilité, autonomie. Le 4e volet portait sur l'éducation économique, diffusée dans les écoles, les radios et les programmes communautaires. Comprendre avant de signer devint un principe opérationnel, visant à réduire les asymétries d'information qui, pendant des décennies, avaient piégé les négociations. La progression se mesurait au nombre de formations complétées et au pourcentage de fonctionnaires certifiés. Enfin, un 5e axe structurait la vision d'ensemble, la coopération horizontale. Les alliances africaines, fondées sur la réciprocité, devaient être consolidées par des projets conjoints mesurables: infrastructure, logistique, défense économique. Ce cadre offrait une boussole à long terme, transformer un refus initial en stratégie durable. 1 an après l'ultimatum, la capitale s'illumina de torches et de palans, comme si la ville elle-même mesurait la transformation silencieuse née de ces mois de tension. Sur la grande place, on reconnaissait les visages du début: l'économiste au ton posé, l'ingénieur des mines usé par les longues nuits, la juriste qui avait relu des centaines de pages de contrats pour éviter le moindre piège. Ils n'étaient ni des héros, ni des silhouettes figées, mais des témoins d'un passage, celui d'un pays ayant décidé de garder la main sur son propre récit. Au centre, Ibrahim Traoré observait la foule sans chercher l'effet dramatique. Son rôle n'était plus celui de l'homme qui dit non, mais de celui qui accepte la charge du lendemain. Un silence dense s'installa lorsqu'il prononça une phrase simple, presque nue, qui rappelait le tout premier frémissement de cette histoire. Ce que nous défendons n'appartient pas à un homme, mais à un peuple qui refuse d'être remplacé dans ses choix. La foule ne répondit pas par des cris, mais par une retenue profonde, comme si chacun comprenait que l'essentiel ne se jouait plus dans l'exploit, mais dans la cohérence patiente. Une nation avance lorsqu'elle choisit sa propre mesure. L'histoire qui vient de se dérouler ne cherche ni à convaincre, ni à glorifier, elle invite simplement à regarder autrement ce qui se joue lorsqu'un pays décide de reprendre la parole sur ses propres ressources. Le Burkina Faso n'a pas offert un modèle clé en main, mais une question exigeante. Comment bâtir une souveraineté qui ne repose ni sur l'isolement, ni sur la dépendance, mais sur une cohérence assumée?
Cette interrogation dépasse les frontières du Sahel et résonne chez quiconque s'interroge sur le prix de la stabilité, la valeur de l'autonomie et la place d'un pays dans un monde de plus en plus interdépendant. Si cette trajectoire vous interpelle, alors le débat ne doit pas s'arrêter ici. Il peut se prolonger dans les discussions, dans les lectures, dans les comparaisons avec d'autres expériences nationales. Ce récit n'appelle pas à l'adhésion, mais à la curiosité, à questionner les cadres que l'on croit immuables et à envisager comment un simple refus peut parfois ouvrir des chemins inattendus. La conversation reste ouverte, à chacun de l'alimenter, de la contester ou de la poursuivre selon sa propre mesure.